Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode de Bleu et d'Or, le podcast francophone dédié au Fighting Irish de Notre-Dame. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en semaine de bye week pour Notre-Dame. On est à la suite de la réception de Notre-Dame, de USC pardon, à Notre-Dame Stadium et exceptionnellement aujourd'hui, Augustin n'a pas pu être avec nous à cause de problèmes de transport de la région parisienne. Donc, je suis accompagné de Christian. Comment tu vas, Christian? Ça va très bien. Nous arrivons au mois de novembre. C'est le mois généralement où on sépare les hommes des enfants. C'est le mois le plus intéressant à suivre en football de collège. Oui, on va clore ce mois-là avec le Thanksgiving, avec les rivalités qu'on connaît dans l'ensemble du collège, mais c'est également la période de l'année où il y a généralement du chaos, où on n'arrive pas à expliquer des défaites de certaines grandes équipes, des fois qui vont peut-être trébucher. J'ai en tête Ohio State contre Michigan la saison dernière, des rivalités naturelles aussi. C'est des mystères du football parfois qu'on n'arrive pas à expliquer pourquoi des grandes équipes arrivent dans des moments dans la saison où soudainement ils affrontent, j'allais dire, leur ennemi juré ou des rivaux. Ben, lorsqu'on est habitué de jouer souvent l'un contre l'autre, ben, on connaît l'adversaire et on connaît les forces et les faiblesses. Et souvent, ce sont des jeunes, même lorsqu'il y a des rivalités. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces rivalités-là? Bien, vous allez avoir des situations des fois où ce que des joueurs ont joué ensemble au niveau secondaire et au high school en bon français. Alors, ça se connaît. Alors, lorsqu'on arrive dans ce genre de duel-là, dans les conférences, bien, ça crée des duels épiques, des fins de match épiques. Et voilà pourquoi on peut être excité. On pourra parler du week-end, mais dans le cas de Notre-Dame, ça va un petit peu à contre-courant des autres équipes puisque le début de saison a été fort chargé avec des puissances pour débuter la saison. Et malheureusement pour Notre-Dame, lorsqu'on regarde le calendrier à venir, Boston College, ce n'est pas une grosse saison. Navy a une très bonne saison, toujours invaincu cette année, mais Navy est rempli de faiblesses. Fait que c'est pour ça que je ne m'excite pas avec Navy. On a Pitt qui a une très très bonne saison et j'ai hâte d'en reparler un petit peu plus tard. Syracuse qui a dû vivre avec la blessure de Angeli, ce n'est pas les mêmes arrangements qu'on anticipait. Puis finalement Stanford, c'est un miracle en ce moment qu'ils ont 3 victoires. C'est l'une des pires équipes du football. Encore une fois, le week-end dernier, je les ai regardés. Ça tient du miracle. Vraiment, Frank Reich a réussi un travail extraordinaire comme coach. Il n'a absolument aucune munition. L'effectif est lamentable, mais réussit quand même une saison à 3 victoires jusqu'à présent. Fait que ça, on en est là, mais Léo, peut-être je te laisse débuter par l'élément marquant peut-être de la semaine, puisqu'on va parler plus tard de Brian Kelly et de le variant peut-être du football de collège. USC Notre-Dame. Match de rivalité, peut-être même la dernière classique entre les deux équipes, on ne le sait pas. Donc, Complètement. samedi dernier à Notre-Dame. Ouais, à l'heure actuelle, c'est toujours pas annoncé. Une prolongation, en tout cas, de la série n'a toujours pas été annoncée. Donc, on se retrouvait à Notre-Dame Stadium en prime time à 1h30 heure française pour suivre ce match. Et on a eu un petit peu peur d'un petit weather delay qui aurait encore plus compliqué la nuit, mais qui a permis de poser un cadre. Franchement, enfin, vraiment mythique autour de Notre-Dame Stadium. C'était magnifique. J'ai trouvé l'entrée Under the Lights dans Notre-Dame Stadium. Et donc, ce duel face à USC qui était quand même attendu parce que c'était pour Notre-Dame la troisième occasion de l'année de jouer face à une équipe classée. Parce que USC, la semaine précédente, avait battu Michigan à domicile. Ce match face à USC a été un match très intéressant à suivre. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, j'ai trouvé que le match s'est joué finalement à la création d'un momentum à partir de la fin du troisième quart-temps. On en reviendra un peu plus en détail, mais c'est vrai que jusqu'à ce moment-là, on a eu du côté de Notre-Dame une attaque au sol qui a dominé outrageusement cette défense pardon, de USC. On a Jeremiah Love qui a sorti son meilleur match en carrière pour le moment à Notre-Dame avec 228 yards pour 24 portées et un touchdown. Et il a annoncé la couleur dès le début de match. On a vu cette course de 65 yards grâce à un très beau gap, un très beau trou ouvert par notre ligne offensive et il a conclu derrière. Et on a eu un relais aussi avec Jadarian Price qui a réalisé un très bon match
avec 87 yards pour 13 portées, un touchdown à la course et en plus ce kick return juste après la prise Le touchdown, d'avantage oui. c'est ça, le touchdown de USC et la prise d'avantage dans le troisième quart-temps qui a remis tout de suite un coup au moral. Et on a vu que CJ Carr était euh, presque surpris, mais enfin, c'est soulagé en tout cas. Et il a vraiment eu un gros impact dans le match. Donc, en tout cas, du côté offensif du ballon, l'attaque a vraiment été portée par le jeu au sol. Et à côté de ça, CJ Carr a réalisé un match correct. Il n'a pas eu non plus à énormément pousser. Il réalise 16 passes complétées pour 26 tentatives, 136 yards, un touchdown à la passe pour Will Pauling et une interception sur une action un peu similaire à celle de Miami finalement en début de saison, mais qui, dans cette situation-là, part de plus proche et finit plus loin. Et c'était une situation que, après avoir revu l'action, je pense que tu es peut-être d'accord avec moi, mais il aurait pu se débarrasser du ballon avant. Il en Oui. a eu plusieurs fois l'occasion et ça aurait été certainement plus safe. C'est peut-être une erreur de jeunesse à ce moment-là. Oui, la prise de décision encore de CJ Carr, mais tu sais, j'ai trouvé beaucoup de chroniqueurs très, très sévères sur la performance de Carr. Il faut se remettre dans le contexte, puis tu l'as bien décrit, Léo, il y avait de la pluie. C'était pluvieux. Mm-hmm. Et vous savez, il y a une immense différence lorsqu'il pleut et il fait 25 degrés et lorsqu'il pleut et on est autour de 10, 12 degrés. Si vous avez eu la chance de jouer, même le ballon, lorsqu'il devient mouillé, devient beaucoup plus lourd. Alors, Ouais. même pour un quarterback qui tente de trouver ses cibles, il y a tout ça à avoir en tête et même de doser aussi la pluie, dans quel sens elle tombe. Là, le vent était plus minime quand même, mais ce n'était pas des conditions optimales pour lancer le ballon. Ceci étant dit, on savait que USC avait une force de frappe extraordinaire. C'était des meilleures attaques de la NCAA et on l'a vu rapidement. On ne peut pas dire que USC n'a pas livré. On parle de 328 yards dans les airs, 2 touchdowns quand même. Mais Notre-Dame a réussi à stabiliser et à répondre à cette attaque-là pour limiter les dégâts. Et je pense que c'est la fierté des revirements. On en a eu dans ce match-là. On a de quoi être fier. Et finalement, Maiva, le quarterback de USC, qui ressort avec une performance de 22 passes complétées en 42. Là, c'est presque Ouais. 50%. C'est loin des standards, même s'il a gagné 328 yards et on a l'impression euh, que, que- que c'est intéressant. En bout de ligne, ben, USC n'a couru que pour 68 yards en 29 courses. Alors, on a complètement fermé l'attaque au sol et lorsqu'une attaque devient unidimensionnelle, ben, ça devient plus prévisible et ça permet de faire un petit peu plus de pression et c'est là que les revirements sont apparus. Certaines décisions, des fois sur le coup de l'émotion de certains joueurs qui ont créé ces revirements-là, j'en pense au jeu truqué où le wide receiver a tenté une passe et on a beau dire que c'était un quarterback au high school, mais il y a des bases protègent le ballon, là. Ouais. Fait qu'il y a certains jeux comme ça, mais tu sais, attention USC, parce que ça a été un vol lorsque le classement de l'Associated Press est sorti la semaine suivante et on a sorti USC du Pour top remettre 25. Michigan. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est de la réaction parce que Michigan a gagné et USC a perdu. Parce que lorsque deux équipes ont la même fiche, ben, qu'est-ce que tu fais? S'ils se sont affrontés, tu vas privilégier l'équipe qui a gagné. Et USC avait gagné de façon spectaculaire la semaine précédente. Alors, ça, c'est des journalistes qui votent. Voilà pourquoi que le classement USC dans mon livre à moi était toujours une équipe du top 25. Complètement. Et à l'heure actuelle, malgré qu'il y ait eu un nouveau classement et que USC ait réintégré à nouveau le top 25, ils sont toujours classés derrière Michigan. Donc, c'est un peu quand même compliqué à comprendre en sachant qu'ils se sont joués il y a moins de 3 semaines et qu'on a vu le résultat de nos propres yeux. Mais pour revenir, c'est vrai que l'attaque de USC a quand même plutôt bien fonctionné, notamment à la passe. On a vu Christian Gray être en grande difficulté pendant je suis désolé, mais moi, dans mes notes, je me suis noté, hein, c'était à nouveau un Christian Grey festival, à Oui. savoir, il se fait cook pendant tout le match. Et puis, en fait, c'est lui qui a réalisé l'interception dans le troisième quart-temps, juste après, justement, le touchdown de Jadarian Price, et qui permet finalement à Notre-Dame de créer un momentum parce Mhm. que cette interception-là va se transformer en point et derrière, en fait, un écart va se créer que USC n'arrivera plus à matcher. Et donc,
même si il a été mis en difficulté sur ce match à plusieurs reprises où on a vu que il était ciblé. On a vu Absolument. Jacoby Lane aussi partir, franchement, avec une facilité déconcertante, tellement Christian Grey était à la traîne derrière lui. Et donc, voilà. Pour moi, le point à surveiller, alors c'est le point inquiétant du côté des cornerbacks. Pour le coup, il y a un autre point rassurant sur lequel j'aurais voulu mentionner, c'est Leonard Moore qui a encore réalisé un très gros Oui. match, qui était aligné face à Micah Lemon, le receveur numéro 1 du USC, et qui était en plus positionné, tu pourras peut-être en parler un peu mieux que moi, mais de manière différente sur le terrain que celle habituelle. Et donc, c'était en plus une adaptation à avoir pour lui. Et face à lui, Mackay Lemon a seulement réalisé 3 réceptions dans le match, 3 réceptions face à Mhm. Leonard Moore, 4 réceptions au total sur le match. Et ça a aussi été une des clés pour repartir avec la victoire, que finalement l'impact de Mackay Lemon a été limité. Absolument. Puis, tu sais, il faut avoir en tête, il y a une immense différence entre jouer cornerback du côté boundary et du côté field. Pour expliquer ceux qui sont moins habitués, boundary, c'est le côté court du terrain à proximité de la ligne. Et du côté field, ben, c'est le côté large, lorsqu'on a plus d'espace à couvrir. Et Christian Gray, généralement, est en couverture du côté large, ce qui donne beaucoup plus de flexibilité au wide receiver adverse de prendre son élan et de prendre une direction et de couper à la dernière minute. Il y a plus d'espace versus un Moore qui est du côté boundary. Lors de la blessure de Moore, il y a quelques semaines, on a fait jouer Gray du côté boundary. Il y avait eu un match extraordinaire. Fait que des fois, tu sais, faut faire attention, surtout que la brigade offensive et les wide receivers de USC, c'est parmi les meilleurs du football de collège. Mm-hmm. C'est pour ça que oui, on peut voir Gray de cette façon-là dans l'ensemble, mais tu sais, qu'est-ce qui compte? Moi, je pense que USC a une équipe pour peut-être même terminer la saison à 10-2. Là. Tu sais, je veux dire, c'est ce genre d'équipe-là. C'est une très, très bonne équipe cette année. Ça faisait drôle de voir certains anciens joueurs des Irish avec USC quand même. J'ai quand même Ouais, notre ancien safety Urlacher qui est de Scott. oui, Puis pour les exactement. habitués, ceux qui suivent vraiment de façon passionnée le football de collège, bien, quand je regarde un peu la défensive pardon, de USC, vous retrouvez des joueurs que Notre-Dame a soit recrutés, s'étaient engagés à Notre-Dame, et finalement les joueurs ont transféré et ont décidé d'aller jouer ailleurs. Alors on retrouve en défense du côté de USC, puis c'est un excellent joueur. C'est un joueur que j'aurais bien aimé du côté edge du terrain pour USC. On parle ici je vais juste retrouver son nom. Attends un petit peu. C'est lui qui était avec Texas A&M, là, qui s'était commis dans la brigade. On parle ici de Anthony Lucas. Gros bonhomme, joueur super efficace à 6 pieds 5, 274 livres. Et vous regardez du côté de la O-line aussi, Elijah Page aussi, qui est un tackle qui s'était engagé à Notre-Dame. Alors, il y a des rivalités, il y a des joueurs comme ça qui se promènent d'une équipe à une autre. Et du côté de Notre-Dame, on le vit aussi. Du côté du D-tackle, c'est Hughes, si je ne me trompe pas, aussi, qui était à USC la saison Ouais. dernière. Il y a une certaine rivalité et ça a été intéressant quand même à suivre. Fait que si on revient au match, qu'est-ce qu'on s'était dit au dernier podcast? Ben, gardons le jeu simple. L'année dernière, Notre-Dame avait couru avec le ballon et s'était amusé aux dépens des USC avec la course au sol. Pourquoi se rendre Mhm. ça compliqué? Il pleut, c'est glissant, il fait froid. On joue avec Love, on joue avec Price. C'est à coup de 10 yards Complètement. à la fois et on avance le terrain et on laisse aller. Alors, ça a été une clinique, on peut appeler ça comme ça, de course au sol, de domination et beau travail pardon, de la ligne offensive qui a réussi à ouvrir des trous. Le seul point, des fois, de ce genre de match-là, ben, ce ne sera pas toujours aussi facile que ça, que ce qu'on a vécu. Ouais. USC avait vraiment une faiblesse au niveau de la ligne défensive, n'arrivait pas à suivre le rythme de Notre-Dame. Bravo, mais il y a des points quand même, des petits devoirs à noter. Euh, j'ai des inquiétudes quand même au niveau de la rotation, au niveau des wide receivers. La façon qu'on utilise Steve Faison, je trouve que Faison, il est très bon, beaucoup de répétitions, mais on se prive peut-être aussi de jouer certains joueurs. Là, on est rendu à Pauling qui joue un petit peu plus, puis il joue bien, mais on voit moins Malachi Fields qu'on le voyait, peut-être Ouais. moins ciblé. Je vous dirais que ça me dérange parce que c'était la force des derniers matchs d'avoir cette force de pouvoir distribuer le ballon pardon, à plusieurs joueurs et d'avoir plusieurs options. Il faut en parler des special teams. Là. Oui, le retour de beauté, magnifique, bravo de Price. Mais là, le botteur qui rate Ouais, des c'est bottées, compliqué. ça, on peut pas. Là, c'est drôle. Il n'y a pas de Un problème, on extra gagne. point et un extra point et un field goal manqué sur tout le match pour notre kicker.
Et je vous dirais que vous parlez à quelqu'un ici que dans le chat avait misé que Notre-Dame allait gagner par 10. Alors, il tenait à chacun des petits points. J'étais le seul dans tout le groupe à avoir choisi Notre-Dame par 10. Alors, lorsque je vois Ça des s'est petits points joué à ici, là, rien. à rien, heureusement, ça s'est bien terminé. Mais, mais blague à part, le place kicker, c'est dangereux. C'est à se questionner. On Ouais. a des lacunes, il faut botter le moins souvent possible. Et les situations de quatrième jeu, c'est compliqué pour Notre-Dame aussi. Là, j'ai vu pour un touchdown aussi qu'on a fait courir encore une fois notre ami Carr, 2 fois plutôt qu'une, c'est correct, mais oui et non. Là. Tu sais, c'est pas la force de Notre-Dame. On n'utilise pas beaucoup de variantes un petit peu. C'est là que je trouve en situation de quatrième jeu, c'est une difficulté pour Notre-Dame. Ça Ouais. aussi, ça va être à surveiller d'ici la fin de la saison. Je suis d'accord. Moi, un des derniers trucs que j'avais soulevé en attaque et que je voulais mentionner, c'était parce que Jeremiah Love en a parlé récemment et je trouve que ça s'est vachement vu sur ce match. Il a beaucoup progressé sur être plus patient avant, enfin derrière ses joueurs de ligne, j'ai trouvé, et ça, on l'a vraiment vu et ça lui a ouvert des grands espaces et ça lui a permis de réaliser un très gros match. Jadarian Price, pour moi, était un peu meilleur sur cet aspect-là du jeu déjà avant et ça s'était un petit peu vu finalement sur pas mal d'actions, je trouve, depuis le début de la saison et Jeremiah Love a vraiment progressé et a réalisé un très gros match sur ce point-là cette semaine. Donc c'était quelque chose voilà que je voulais mentionner et si ça continue comme ça, à mon avis, ça va être hyper prolifique pour Notre-Dame de pouvoir compter sur un jeu au sol aussi efficace parce que forcément, à un moment, les équipes vont vouloir essayer de nous arrêter et donc ça va amener des joueurs de la secondaire et derrière libérer de l'espace. Un des touchdowns, le touchdown qu'on marque à la passe pour Will Pauling, c'est sur un jeu, une RPO où justement c'était un choix entre soit la course ou le quarterback qui a vu le safety avancer et qui du coup avait un 1v1 avec Will Pauling et a joué ce 1v1 et donc ça va permettre d'autres choses aussi. Donc je pense que c'est rassurant aussi pour la Oui, suite de la saison de voir que l'attaque au sol est capable de performer à ce niveau-là et ça va faire une piqûre de rappel à pas mal de monde. J'ai vu qu'on on remettait à nouveau Jeremiah Love un petit peu dans les Heisman oui. odds. Donc voilà, mais pour le match de USC, c'était un petit peu le tour. Je ne sais pas si tu avais autre chose à mentionner du côté de la défense. On n'en a pas trop parlé, mais donc on a Adon Schuler qui a quand même réalisé un gros match qui Oui, a mené l'équipe en termes de plaquage et qui a, t'en as parlé, provoqué le fumble qui a été recouvert par Kingston Viluamuasa, qui lui aussi a réalisé un gros match parce il a réalisé un sac en plus de ça. Pour le coup, du côté des linebackers, c'est plus Jalen Sneed qui, je trouve, s'est révélé. On le voyait plutôt en retrait en comparaison à Peyton Bowen et KVA depuis le début de la saison. Sur ce match-là, on a senti qu'il a réussi à trouver plus d'agressivité et plus d'impact. Et, et ça s'est ressenti. Et je pense que c'est aussi important pour la rotation de cette room des linebackers que il arrive à performer et à se montrer. Donc les linebackers ont contribué à la bonne performance de notre défense contre le jeu de sol avec en plus notre D-line qui a plutôt bien performé. Boubacar Traoré a oui. réalisé un sac tout comme Jared Dawson. Et donc, ça a permis finalement comme tu en as parlé, de limiter cette attaque au sol par Oui. des joueurs quand même qui ont plutôt bien performé du côté de Notre-Dame. Nous avons des belles surprises cette année. Tu sais, puis on a parlé de CJ Carr, qui est la plus grande surprise de la saison, puisqu'on savait qu'il serait quarterback titulaire. Mais est-ce qu'on pouvait anticiper qu'il allait être aussi bon? Non, honnêtement, si vous aviez deviné ça à la maison, vous êtes très, très bon parce que je voyais beaucoup plus un CJ Carr prudent avec son lot d'erreurs. Il fait quelques erreurs, mais jamais aussi performant que ça. Mais en défense,
On a parlé de Bronte Johnson, mais Bronte Johnson est le CJ Carr de la défense, c'est-à-dire que jamais on n'aurait pensé, on n'était même pas convaincu qu'il serait titulaire comme safety pour complimenter Schuler. Mais Et il quelle tient très saison bien il son connaît! rang. Il est à côté de lui dans la ligne des stats. C'est une très belle saison. Puis quand vous regardez le Ouais. background de Bronte Johnson, c'est un athlète. C'est un joueur qui a été repêché comme athlète au niveau high school, qui était un joueur qui jouait plusieurs positions, dont quarterback à l'attaque. Fait que, tu sais, il a été converti safety pour ses skills, ses attributs. Et quel succès! Tu sais, vraiment, c'est une très, très belle surprise au niveau défensif. On ne parle même plus de Jalen Strowman. Il est là, mais il est plus complémentaire et aussi, ben, par la force des choses, Dallas Golden connaît une très bonne saison malgré tout. Lui, ce n'était pas prévu, puis c'est un true freshman Mm. d'arriver et malheureusement, les blessures, puis on pourra parler des blessures puisqu'on va parler de Boston College dans quelques instants. Les blessures, ben, commencent un petit peu à travailler Notre-Dame. Beaucoup de joueurs qui sont blessés et tu sais, malheureusement, ce fameux transfert-là de l'Alabama qui devait occuper le poste qui est notre ami Davante Smith. Davante Smith, voilà. Heureusement que Dallas Golden était prêt. T'sais, on en a parlé beaucoup dans des podcasts précédents qu'il a les attributs pour jouer à peu près toutes les positions, excepté. Ben, j'allais dire, il pourrait jouer quarterback, mais dans une position de wildcat. Mais c'est un joueur qui pourrait être running back, wide receiver, pourrait jouer pratiquement linebacker, toutes les positions défensives en arrière, que ce soit nickel, cornerback. C'est tout un athlète. Et encore là, on a vu un petit peu Mark Zachary, mais on le voit un petit peu moins. Mais c'est un joueur également qu'on devra voir dans les prochaines semaines parce qu'il va avoir des proies un petit peu plus faciles. Il faut permettre ce développement-là puis de faire plus de rotation parce que c'est ce qui me surprend cette année, c'est les rotations. Juste au niveau running back, on reste beaucoup un et 2. Même si on gagne facilement, on préfère donner le ballon à Love, à Price. On utilise moins Williams, on utilise moins également. Ben, il y a Williams, Young est blessé, on l'oublie, mais même James, pardon, l'autre running back, Payne aussi qui aurait pu être utilisé. On dirait qu'on Ouais. utilise moins cette relève-là. Ça me préoccupe un peu dans cette période où on est dans des années où les joueurs transfèrent lorsqu'ils ne sont pas satisfaits de leur temps de jeu. Faut penser à l'avenir aussi. Puis c'est long, une saison, si on pense faire plus qu'une ronde de playoff. J'espère dans les prochains matchs que si après trois quarts, le match est terminé, ben, qu'on pourra mettre l'équipe 2 sur le terrain et faire jouer un petit peu de terrain à ces joueurs-là. Complètement. Et c'est une très belle transition que tu nous proposes. Je te propose qu'on passe à la partie suivante de ce podcast, à savoir un petit focus sur les semaines qui arrivent pour Notre-Dame, les adversaires qu'on va affronter et surtout ce qu'il va falloir surveiller en college football ce week-end et les week-ends qui arrivent pour ce qui est de l'avancée et de la remontée de Notre-Dame au classement. Donc ce week-end, alors le 1er novembre, pardon, à 1h, non, c'est à 20h30, on a Oui, changé d'heure en Europe, donc c'est à 20h30 heure française. Notre-Dame se déplacera à Boston College. Boston College, université, enfin programme plutôt en grande difficulté, actuellement oui. en 1-7, qui plane dans les bas-fonds de l'ACC, qui réalise une saison très, très compliquée. Dans les défaites lourdes et notables, il y a une défaite 48-7 face à Pitt que Notre-Dame affrontera dans les prochaines semaines, donc à titre de comparaison. Et donc, pour ce week-end-là, j'ai vu la stat sortir tout à l'heure. Notre-Dame est favori de plus de 30 points, il me semble. Oui, Euh, 28,5, 29 si je ne me trompe pas, là, ouais, pour être précis. Ça peut bouger encore. donc voilà, le match de ce week-end face à Boston College ne devrait pas représenter plus de soucis que ça pour Notre-Dame. Du côté de Boston College, je me suis un petit peu renseigné. On a une attaque qui est quand même beaucoup moins productive Oui. que du côté de Notre-Dame. Et enfin, le bilan parle un petit peu pour eux aussi. Donc, c'est néanmoins quand même une rivalité qui se joue depuis plusieurs années. C'est pas loin d'être la 70e édition, il me semble, Oui, de cette rivalité.
C'est des grands classiques. Puis, ce qui est particulier de Boston College, parce que Boston College nous a habitués généralement à terminer la saison 7 victoires, 6 défaites, et 6 et 6 avec un bowl, puis une victoire dans le bowl. Bill O'Brien, c'est l'ancien coach de Penn State lorsque Paterno a quitté et O'Brien a pris, je ne sais pas si vous vous rappelez le quarterback Christian Hackenberg, qui a joué un petit peu dans la NFL également. Euh, il avait pris cette équipe-là avant d'aller pour les Texans de Houston dans la NFL, O'Brien, et est arrivé, il a fait un travail honnête. L'année dernière, 7 victoires, 6 défaites, et les espoirs étaient là quand même cette année, puisqu'ils avaient signé le quarterback Dalen Logarin, qui est ancien quarterback d'Alabama, qui au niveau high school était, lors de son année, coté 10e meilleur quarterback au pays. Alors, c'était quand même un bon quarterback. Moi, par curiosité, Boston College, je les suis. Tu sais, je vous dirais, des fois, j'aime beaucoup regarder les rivaux de Notre-Dame. On a le samedi on suit les grands duels. Et le dimanche, en reprise, j'ai le plaisir des fois de revisiter certains matchs des équipes qui vont affronter Notre-Dame. Si je regarde leur saison, j'ai regardé le match entre Michigan State et Boston College, que Boston College a perdu par 2 petits points à East Lansing, au Michigan. C'est-à-dire, Ouais. et honnêtement, ce qui m'a surpris de Boston College, c'est que le Boston College des autres années, c'était généralement une équipe construite sur la ligne offensive avec, pensons, un running back comme A.J. Dillon qu'on a eu il y a quelques années, très dominant au sol, une équipe qui contrôle le ballon. Généralement, au niveau talent, on va retrouver plusieurs 3 étoiles, mais souvent, c'est des 3 étoiles oui, de la Nouvelle-Angleterre, ou quand je dis Nouvelle-Angleterre, c'est les États voisines, mais qui pourraient avoir le potentiel d'un 4 étoiles ou plus, mais des fois, c'est peut-être le physique du joueur qui empêche d'avoir cette note-là. Alors, généralement, on a des joueurs qui vont trouver leur chemin dans la NFL, souvent des linebackers qui vont nous surprendre en défensive, des O-line qui peuvent trouver leur chemin et se rendre dans la NFL. Euh, oui, c'est l'université de Doug Flutie, les belles années pour une légende du football. Il avait gagné le trophée Heisman avec Boston College, mais le Boston College qu'on a connu, c'est généralement une équipe qui va contrôler le ballon, faire descendre le cadran, un petit peu à la Navy, même si c'est beaucoup plus du power offense, vraiment là, avec en ligne droite un petit peu le running back, puis de contrôler ces aspects-là. Mais cette année, nous n'avons pas cette force-là. C'est ce qui me frappe, c'est-à-dire que les autres années, on jouait énormément au sol, puis on misait sur notre défense qui était très, très, très physique pour, même si un moins talentueuse, ben, limiter les dégâts. Cette année, ce que je vois de Boston College, ils ont commencé fort avec une écrasante victoire de 66-10 contre Fordham. Mais même le match contre Michigan State, c'était vraiment le show d'Ellen Logarin qui lançait le ballon à profusion, des touchdowns dans les airs, ce qui n'était pas l'identité de Boston College. Quand on regarde la suite de l'année, ben, ils ont perdu contre Stanford, équipe misérable qui a perdu contre Hawaii en début de saison. On pourra parler de Stanford plus tard, mais Stanford, euh, le head coach de Stanford, Frank Reich, fait un travail incroyable avec une équipe misérable. Alors, de perdre contre Stanford, première défaite difficile à digérer. La semaine suivante, 28-24 contre California, qui est une très, très bonne équipe quand même, qui a réussi son lot de grosses victoires cette année en ACC. Mhm. Alors, s'effondrer encore une fois par un score comme celui-là, là, on se fait traverser par Pitt, 48-7. Clemson, il fallait s'y attendre. On n'a pas le niveau, 41-10. Mais UConn, pour vous C'est situer, dur. UConn joue dans la ville de Hartford, qui est située à peu près à 2 heures de Boston. Fait que c'est vraiment une rivalité très, très Nouvelle-Angleterre. Deux anciennes équipes du Big East à l'époque. Et de UConn, équipe indépendante qui va gagner contre Boston College. Puis je pense, si je ne me trompe pas, la saison dernière, UConn, est-ce qu'ils avaient gagné? Ou c'est il y a 2 ans, je pense qu'ils ont réalisé le même petit miracle. Euh, c'est arrivé par le passé, il y a 2 ans, en 2023, UConn avait gagné 21-14. Euh, je comprends qu'il y a des rivaux, puis quand je vous parlais de joueurs, c'est des joueurs qui viennent peut-être des mêmes États, qui se connaissent au niveau high school, mais défaite difficile à accepter. Puis la semaine dernière, je l'ai regardé aussi la partie contre Louisville. Oui, Louisville a gagné 38-24, mais jusqu'au troisième quart, il y avait un match. Il y avait un Mhm. match qui était très serré, mais encore là, Boston College qui a sorti Dylan Logarin du terrain pour faire jouer Grayson James. Et on l'a vraiment benché. On l'a mis sur le banc. On l'a sorti lors Ouais. du match précédent. Et James, qui est beaucoup plus expérimenté,
n'a pas mal fait, mais ce n'est pas l'identité de Boston College de lancer le ballon. Pourquoi? Parce que ça laisse énormément de temps aux autres équipes de prendre possession et d'accumuler des points. Le talent finit par ressortir. Alors, c'est un drôle de Boston College. Qui qu'on a surveillé dans cette équipe-là? Ben oui, on a un bon O-line, Logan Taylor, qui était surveillé, qui est un excellent joueur, qui est un guard à l'intérieur du côté droit. Au niveau du Will, du linebacker, surveiller Deveon Crunch aussi, mais malheureusement pour Crunch, il est blessé. Il ne sera pas présent, il n'a joué que 3 matchs cette année, mais qui était un joueur à surveiller. Le joueur clé, c'est le safety Keepe Price, qui connaît une très très bonne saison avec Boston College. Fait que oui, en couverture, on a un safety. Price est quand même très très intéressant. C'est lui qui a réussi le plus de plaqués solo cette année pour Boston College. 2 interceptions déjà, 3 plaqués pour des pertes de terrain. Fait que c'est au niveau des safeties, mais méfiez-vous d'une équipe qui, lorsque vous regardez les 3 meilleurs plaqueurs, ceux qui réalisent le plus de plaqués, ce sont des DB, des joueurs en arrière. Donc, c'est pas des plaqués en avant, là, c'est des plaqués, oh, on l'a échappé après On cette sauve verges, l'action, ouais. on sauve l'action. Alors, lorsque vous retrouvez, et c'est ce qu'on retrouve du côté de Boston College, les 3 premiers à ce chapitre, ce sont des joueurs qui jouent en arrière. Donc, Notre-Dame devrait être en mesure de lancer le ballon. Je vous parlais juste de statistiques pour statistiques tantôt. Présentement, au niveau des points contre, Boston College est 126e au pays en donnant 34,4 points en moyenne par partie. C'est catastrophique. Au niveau de la défense, si on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il donne, ce Boston College-là, en moyenne, donne 247 yards par la passe et au sol, 163. C'est beaucoup, 163 yards. Fait que Notre-Dame va pouvoir courir dessus. La seule chose que je demande à Dan Brock, c'est que je comprends que ça peut être tentant des fois de montrer des jeux à la caméra puis des jeux excitants. Tu sais, prenons l'avance. Gardons ça simple. Je vous dirais, c'est la force d'Indiana cette année. Indiana ne joue pas joue de l'excellent football moyen. Ce que je veux dire, on reste dans nos limites et on n'essaie pas des jeux à bracadabra. On garde ça le plus simple possible. Alors, le rôle de Notre-Dame, c'est de dominer sur le terrain, donner le ballon à Love, donner le ballon à Price. Carr, lorsqu'on a besoin de Carr, on va le faire. On pourra s'amuser à lancer le ballon, mais l'attaque offensive de Boston College, en moyenne, c'est 3,3 yards par course. Ça, je vous annonce que ce sont les arrêts de 3 fois, ils n'ont pas de premier jeu. Fait que Ouais. c'est faible. C'est très, très faible. Fait que Ouais. donc, ça ne devrait pas être trop compliqué. C'est ce qu'on retient. La question, est-ce que c'est 29 et plus? Ça va dépendre du Ah, froid. Ça va dépendre des conditions météo. On ne sait jamais à Boston, mais je m'attends surtout. Ils sont mêlés un petit peu, là, il n'y Boston a pas College. encore une neige en Amérique du Nord, là, cette Non, période-là de l'année. Il fait pas encore euh, assez froid. il y en a eu de la neige parce que j'ai vu il y a 2 semaines un match à Wyoming que le terrain était blanc. Mais le Ah Wyoming est ouais. dans le Ah ouais. nord-ouest des États-Unis en Ouais. montagne. C'est une Dans région les Rocheuses. particulière. Oui, exactement, dans les Rocheuses. Fait que j'ai vu qu'il y avait le terrain blanc, mais je vous rassure, c'est pas Excellent. normal d'avoir de la neige présentement. Si on regarde les conditions météo, je voulais regarder rapidement pour Boston pour samedi prochain. On annonce des vents, mais pas de pluie. Fait qu'on parle en soirée, on a des températures qui devraient osciller autour de 8 degrés. Ben nous, c'est en après-midi, c'est vrai, il faut faire attention. 12 degrés avec du soleil en après-midi, mais des vents quand même, des vents qui pourraient perturber. Alors, de là, s'il vous plaît, ne pas botter. Bah, voilà, donc rendez-vous samedi à 20h30 heure française, 1h30 heure locale, 2h30 heure locale, non, 3, ouais, C'est 3h30 heure locale. ouais, Ouais, 15h30. c'est C'est ça, le deuxième 15h30, ouais. match, Ouais, effectivement. c'est nous, je savais pas dans quel sens on avait, mais du coup, voilà. Après ce match face à du coup Boston College qui devrait pas poser de problème pour Notre-Dame, viendra Navy viendra rendre visite à Notre-Dame à South Bend pour un nouveau match de rivalité historique. Cette rivalité qui est aussi une des plus anciennes, sûrement du college football, qui remonte à l'époque de la guerre, il me semble, où Navy envoyait des étudiants de Ah, Navy à Notre-Dame pour oui, justement remplir les classes parce que les Américains partaient à la guerre et de là une relation est née entre les deux universités et qui se traduit par une rivalité sur le terrain de football chaque année depuis. Euh, Navy qui réalise une très bonne saison qui, à l'heure où on enregistre, est invaincue. Ils sont en 7-0. Euh, Cependant, ce week-end, ils rencontrent une équipe de oui, North Texas
qui est en 7-1 et qui réalise aussi une grosse saison. Et Navy, du coup, se déplace à North Texas, pardon, et quand même annoncé plutôt perdant. Euh, qui est- Est-ce que tu connais plutôt bien? Je sais que tu as eu l'occasion de suivre Navy et que c'est une équipe que tu as un petit peu regardée. Est-ce que Oui. tu as un petit peu une prédiction ou un sentiment pour ce match? Ben, Si Navy est amené à gagner, ça pourrait potentiellement les faire rentrer dans le top 25 pour l'affrontement face à Notre-Dame. oui, c'est le duel à surveiller. Navy, il faut faire attention. Oui, ils sont invaincus, mais ça a tout pris pour battre Air Force. Navy est très faible en défense contre le jeu aérien. Et ils ont donné beaucoup de points de cette façon-là, mais l'attaque de Navy est surprenante. Le quarterback de Navy court, passe, c'est le même que la saison dernière, mais il réalise les mêmes exploits que lui de Army la saison passée. Alors, il a comme créé un jeu aérien à Navy qui était inexistant par le passé parce qu'on jouait de la triple option, mais c'est un Mhm. triple option modifié. Euh, fait, je te dirais, la surprise, c'est North Texas qui est la surprise de cette année avec leur quarterback Drew Mestermaker, Mestermaker, je vais le prononcer, Messmaker, pardon, un joueur qui n'a pas joué au high school, qui n'a jamais joué au football au Ok, high school. On l'a testé ok. et il a connu une partie record, je pense, de 640 yards la semaine dernière. Présentement, il est Wow. le meneur au football de collège avec 2468 yards et 21 touchdowns. Là, je D'accord. vous ai parlé que Navy a une Il a faiblesse en jamais joué défense. quarterback avant Il n'a jamais joué l'université? au high school. Alors, il est comme C'est arrivé de fou. nulle part. C'est comme l'histoire de la semaine. Si vous tapez ça, il y a eu un article sur lui cette semaine. Et il a réalisé, je pense, c'est 640 yards. Je vais regarder pour être précis la semaine dernière, sa performance qu'il a connue. C'est monstrueux. Honnêtement, euh, je vais juste rentrer pour être certain d'avoir la bonne statistique. Ouais. Mais Je suis en train d'essayer de voyez-vous, chercher aussi. 608 yards. Voyez-vous, la semaine dernière, 37 Ah passes oui. complétées Bah, en ça, 49 contre Charlotte, qui n'est pas une grande équipe, mais c'est un quarterback qui est habitué de lancer énormément le ballon. Dit qu'il accumule les yards, fait que il est très dominant. Fait que Navy, ça sera surveillé parce que c'est le meilleur comme le pire, mais effectivement, c'est le genre de duel qui pourrait permettre, si ce n'est pas cette semaine, mais avec le chaos qu'on attend dans les prochaines semaines, bien, une équipe invaincue forcément se reclasser éventuellement. Alors, c'est le genre de victoire qui pourrait donner le petit pouce à Navy pour rentrer en 25e position peut-être. Je ne les vois pas plus haut que 25, là, mais qui pourrait rentrer mardi prochain lors du classement des séries, ce qui serait bon pour Notre-Dame. Fait que tu m'as parlé de ça. Tu as Pitt qui connaît une excellente saison également depuis qu'ils ont changé de quarterback. Avant aussi, eux avaient un transfert d'Alabama, puis ils l'ont mis sur les lignes de côté. Et depuis qu'on a embarqué le nouveau quarterback, ce n'est plus la même équipe du tout. Un jeu aérien efficace et deux running backs qui sont extraordinaires également, qui un peu comme Notre-Dame, qui courent, mais qui sont capables d'attraper des ballons puis de les convertir en longs jeux. Alors, Pitt aussi, ce sera excitant dans l'ancien Heinz Field, le stade des Steelers de Pittsburgh, où est-ce qu'on va jouer ce duel-là. Mais ce qui va être à surveiller, on a beau parler des autres équipes, du côté de Notre-Dame, présentement, nous avons une ligne offensive qui est très amochée. Beaucoup de blessures présentement. Notre joueur de centre, on l'a perdu. Schraub aussi également Ouais. est blessé quelques semaines. Et si on rajoute à la liste présentement, on a Matt Augustine et Will Black qui étaient des joueurs de réserve, un peu quand même. Will Black est un 5 étoiles, blessé également. Will Black, on parle de 3-4 semaines. Alors, on a été obligé cette semaine, durant les pratiques, de transformer Brandon Vernon et Sean Silano en joueurs de ligne offensive. C'est des D-line qu'on a Ouais. convertis en O-line pour des simulations parce qu'on manque un petit peu de profondeur et on sait que les playoffs, la profondeur, c'est la clé. On peut blesser d'autres joueurs lorsqu'on les surtaxe et on leur donne trop de snaps dans un match. Alors, on s'ajoute à ça des blessures sur la D-line. Il y a Charles Jagassa qui n'est toujours pas de retour, Gabriel Rubio, on a Jordan Botello qui ne peut pas jouer, toujours incertain, puis Logan Thomas aussi pour des raisons de commotion cérébrale. Cole Mullins qui a joué comme ailier défensif au printemps, qui est maintenant à l'intérieur, est blessé aussi. Alors, tu sais, il y a toutes sortes de petites blessures présentement que Boston College, quand je vous dis, il ne faut pas se rendre ça compliqué, il faut prendre les devants rapidement et faire jouer le plus de joueurs, peut-être, tu sais, de prendre cette avance rapide qui nous permet de faire jouer les jeunes et de ne pas avoir peur de donner des points. Puis Notre-Dame n'a pas le choix, là. Notre-Dame ne peut pas gagner un match 21-7 ou 21-14 contre Boston College. Mhm. Notre-Dame doit écraser.
Boston Ouais. College. Notre-Dame doit gagner, inscrire 45 points, donner très peu de points. Ça prend un différentiel d'une trentaine de points pour envoyer un message avant le classement. Notre-Dame se doit d'écraser toutes ces équipes-là le plus facilement possible. Alors donc, oui, c'est de composer avec les blessures, mais d'un autre côté, on ne veut pas s'exposer, mais il faut également livrer la marchandise. Ça va être le défi dans les prochaines semaines. Complètement. Comme tu l'as dit, finalement, sur les 5 matchs que Notre-Dame a encore à jouer sur cette fin de saison, seulement 2 matchs représentent des potentiels duels, ou en tout cas 3 matchs sur 5 qui représentent plutôt des matchs dans lesquels Notre-Dame est censé l'emporter largement et pouvoir se faciliter la vie et donc faire tourner pour pouvoir reposer certains de ses joueurs. Et donc, dans ce scénario, dans un scénario dans lequel il n'y aurait pas d'accrochage pendant cette fin de saison, ça amènerait Notre-Dame à un bilan de 10-2 à la fin de la saison. Au moment où on enregistre, donc le 28 octobre, Notre-Dame est en 5-2 et est classé 12e au classement de la PayPal. Et on attend évidemment la semaine Mhm. prochaine le premier classement du comité des playoffs pour savoir quelles sont les 12 équipes retenues. Mais du coup, voilà, avec les équipes que Notre-Dame va affronter sur la fin de la saison, c'est pas les résultats directs de Notre-Dame qui vont avoir un impact. Ça va plus passer par, on l'avait déjà dit sur les derniers épisodes, mais par surveiller ce qui se passe sur les autres terrains. Mhm. Si vous avez été attentif et que vous avez surveillé ce qui s'est passé sur les autres terrains les 2 dernières semaines, vous avez pas pu manquer les 2 défaites de LSU à Vanderbilt et à domicile face à Texas A&M qui ont coûté le boulot de Brian Kelly, notre ancien head coach, qui était parti comme un voleur, je le rappelle, il y a 4 ans, avant même la fin de la saison et le bowl de fin de saison pour rejoindre LSU après une offre mirobolante et offre alors qu'il me semble qu'il était sur 10 ans pour 70 millions de dollars, je sais Oui. plus, mais il a encore 50 millions, il me Oui. semble, de dollars qui lui est dû sur les 6 prochaines années. Donc voilà, Brian Kelly qui a pour la 4e saison de suite amené à LSU à une saison à plusieurs défaites. Et cette saison, pour le coup, c'était la 3e défaite, la 2e de suite face à une équipe classée. Et pour le coup, à domicile face à Texas A&M, il y a eu match pendant une mi-temps et encore, c'est parce que Marcel Reed et qu'il y a eu des faits de jeu qui ont fait que Texas A&M a pas eu la domination en termes de score qu'elle aurait dû avoir. Mais par contre, en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu débat et Tiger Stadium s'est vidé Ah oui. à une très très grande vitesse et il restait quand même quelques personnes pour faire passer un message clair à la fin du match, à savoir Fire Kelly, et c'est ce qui n'a pas manqué. Et le lendemain, Brian Kelly était démis de ses fonctions et donc à la fois LSU n'est plus dans la course des playoffs évidemment avec 3 défaites et Brian Kelly du coup a été licencié. Et tu as forcément une réaction, j'imagine, vis-à-vis de ça, Christian. Oui, mais tu sais, pour ça, je veux faire attention. Il ne faut pas se réjouir du malheur. Puis je me réjouis pas du malheur de Brian Kelly. Je vais vous dire ce que j'ai aimé de Brian Kelly, même à Notre-Dame, c'est sa capacité à recruter les meilleurs entraîneurs. Il ne faut jamais oublier, regardez les 3 derniers coordonnateurs Et, défensifs qu'on a embauchés. Ils sont devenus head coach et ils l'ont même battu. Là. Elko, ouais, Texas A&M en est un. On a Cla- Clark Lee à Clark Lee. Vanderbilt qui en est un autre. Marcus Freeman en est un aussi. Qui a amené son équipe quand même en finale la saison dernière. Alors, sa Mm. capacité, tu sais, puis Mike Denbrock était son coordonnateur offensif à LSU lorsqu'il est arrivé là-bas. Alors, la capacité, bien, il a fait quelques gaffes, mais a fait quand même un bon travail à Notre-Dame. Puis, tu sais, il faut se mettre en perspective, peut-être pour les plus jeunes, lorsque Kelly est arrivé à Notre-Dame, on avait souffert. On avait souffert. Moi, j'aimais beaucoup Charlie Weiss, quand même, le head coach qui était là parce qu'il avait ramené Notre-Dame sur les rangs les 2 premières saisons. Mais Charlie Weiss n'avait pas cette mentalité de directeur gérant que le football, ben, c'est du développement. C'est pas uniquement de faire jouer les joueurs et les meilleurs sur le terrain. Il faut que tu penses à ta 3e et ta 4e année. De là, quand je vous parle souvent de rotation, de faire jouer les jeunes, c'est qu'il faut avoir en tête 2026, 2027. Les minutes précieuses que ces jeunes-là jouent, c'est de l'expérience qu'ils acquièrent, c'est du développement. Il faut toujours que tu aies cette réflexion-là. Et dans le cas de Kelly,
son arrivée à Notre-Dame avait stabilisé quand même un programme, mais il avait des très, très bons joueurs. Fait que des fois, oui, des saisons de 8 victoires, 4 défaites, 7 et 5, ou j'ai même la première saison, le 8 et 5, je pense. Mais il y avait des joueurs qui ont terminé dans le draft de la NFL, puis qui ont même été au Hall of Fame dans la NFL. Fait qu'il y avait des joueurs élites dans ces équipes-là, mais n'a jamais eu la capacité de gagner les grands matchs. Un peu comme on reproche à l'ancien coach de Penn State. Pourquoi? Ben, tout est dans les petits détails. Puis, tu sais, ce qu'on a vu dans le match de LSU contre Texas A&M, nous avons vu exactement ce qu'on n'aimait pas de Brian Kelly. Quand il s'énerve, non, c'est pas ça. Oui, Moi, je 100 balles. trouve qu'il a une tendance à finalement s'en prendre et rejeter la responsabilité sur des membres de son coaching staff, où on l'a vu aussi s'en prendre à des joueurs et Oui, avoir des échanges avec des joueurs beaucoup trop véhéments. Enfin, je sais que j'ai un peu cette image du sport dur qu'est le football américain à l'époque des films de Rudy, de voilà, c'est tu saignes ou tu sors. Enfin, et du coup, voilà, enfin, maintenant, c'est un peu différent et oui. je sais pas ce que t'en penses. Je trouve qu'il était complètement à côté par moment et en fait, il est arrivé à LSU dans une place où les attentes sont quand même très très hautes et c'est ce qui se fait de mieux quasiment dans la SEC et en termes de aussi moyens de recrutement et de vivier de joueurs et donc il n'a pas su répondre aux attentes et tout en gardant cette attitude assez enfin véhémente et donc voilà pour ça que j'ai du mal à avoir de la peine pour lui et surtout après avoir eu un peu un comportement d'opportuniste comme il l'a eu quand il a reçu cette offre. Finalement, je trouve que c'est plutôt mérité que et voilà il soit démis de ses fonctions de cette manière-là et que du coup il va quand même laisser il a quand même sacrément terni son image de coach. Je Oui. ne sais pas quelles vont être les options pour lui derrière pour rebondir. Même s'il y a quelques postes d'ouvert en ce moment en college football, je suis pas sûr Ah que non. ça va être le premier à recevoir un appel. Non, non, pas le premier. Puis, tu sais, Brian Kelly est très motivé par l'argent. On le disait lorsqu'il était à Notre-Dame, qui simulait pratiquement des rumeurs pour espérer des renégociations de contrats. C'est l'argent qui l'a amené à LSU. Même, tu sais, c'est des déclarations aussi, des fois non nécessaires, mais tu parlais de l'aspect psychologie sportive puis coaching. Oui, tu sais, tu peux crier à des joueurs, mais tu sais que lorsque tu cries à des joueurs sur le terrain, sous le feu de l'action, tu es incoachable, tu as toujours été incoachable. Euh, tu sais, tu peux motiver un joueur ça frise l'intimidation, en utilisant des termes comme ceux-là, mais tu vas avoir une réaction court terme. C'est-à-dire que peut-être la séquence suivante ou pour la fin du match, le joueur, tu sais, bouleversé un peu, va donner son maximum, mais tu ne peux pas générer une culture d'intimidation puis de cri. Tu vas perdre ton vestiaire. Fait que c'est un petit peu ça Kelly. Et Kelly, c'est jamais de sa faute, a fait ce même comportement-là à l'époque à Notre-Dame avec des coachs, avec des joueurs, de mettre des joueurs devant l'autobus. C'était jamais de sa faute. Notre-Dame, c'était la faute du niveau académique. C'était trop difficile. Il ne pouvait pas recruter, puis c'était impossible de gagner un championnat à Notre-Dame, selon lui, de se rendre dans les playoffs. On s'en La souvient. réalité, Kelly ne faisait pas les mêmes efforts qu'un Freeman en recrutement aussi. Puis, tu sais, d'être à l'écoute des jeunes. Puis, tu sais, vous regardez à LSU, c'est Puis il un. n'arrive pas à passer le même message. Je suis désolé, mais pour moi, un Marcus Freeman parle beaucoup plus et Oui, a une facilité naturelle à parler avec des jeunes et à les recruter et à justement derrière pouvoir les développer et en faire des super joueurs là où Brian Kelly, enfin, j'ai du mal à croire qu'on forme des super joueurs enfin, avec la méthode de Brian Kelly d'acharnement comme on l'a mentionné. puis, tu sais, un indice aussi pour voir l'âme du personnage. Lorsqu'il a quitté Notre-Dame pour LSU, aucun coach et coordonnateur ne l'a suivi, ce qui n'est pas le Mhm. cas normalement. Traditionnellement, l'équipe Et va le Mike suivre. Denbrock est revenu l'année d'après. Exactement. Mais tu sais, l'État de la Louisiane, c'est un État généralement parce que c'est. Je ne veux pas dire que c'est facile à recruter, mais ils ont le monopole au niveau du Ouais. recrutement. C'est un terrain un peu comme on a parlé de l'Ohio dans des podcasts différents. Puis LSU, dans les dernières années, huitième meilleure classe la saison dernière, 13e en 2024, septième en 2023. C'est, généralement, LSU, c'est des classes qu'on retrouve dans le top 4
C'est proche de la Georgie, c'est proche de la Floride. C'est un bassin de joueurs élites. Ça démontre quand même, puis tu sais, la petite anecdote qu'on a vue durant le week-end, que une des premières choses que Kelly a faites, c'est qu'il a congédié l'entraîneur du conditionnement physique de LSU, qui était là depuis, je pense, 15 ans, quelque chose comme ça, qui avait gagné le championnat national avec Nick Saban, qui l'avait gagné également en 2019. Ok. Et immédiatement après son congédiement, ben, il a été embauché par quelle équipe? Ben, par Texas A&M. Alors lui, en fin de semaine, on l'a vu Ah partout bah, sur il a dû toutes les passer une bonne tribunes. semaine. Il a passé une très bonne semaine. D'ailleurs, on avait mis la tête de Brian Kelly sur des trucs d'entraînement dans la pratique de Texas A&M. Alors, tu sais, Très bon. c'est de bonne guerre, mais c'est le personnage. Où est-ce que Kelly va rebondir? Je pense que financièrement, c'est un gars qui est trop à l'argent. On ne le reverra pas parce qu'il ne re-signera pas des contrats de ce niveau-là. Mais une équipe en très grande difficulté, peut-être en panique, pas cette année, mais exemple dans 2 ans, pourrait toujours se tourner vers un Kelly. Puis là, l'équipe qui me vient en tête, Kelly vient du Michigan. Tu sais, je vois un Michigan State qui végète dans les Ouais, bas-fonds depuis ouais, ouais. plusieurs années. Ce serait le genre de profil peut-être d'équipe, mais il n'aura jamais un contrat comme il avait à Notre-Dame. Mais tu sais, Kelly ne se rabaissera jamais à retourner comme Dan Mullen a fait à UNLV. Tu sais, on ne le verra pas dans une petite équipe. Il va préférer aller jouer au golf C'est que de un faire coach qui ça. aura jamais de titre national, du coup, malgré Jamais. toutes ses déclarations, etc. Finalement, c'est peut-être son expérience à LSU, peut-être signe sûrement la fin de sa carrière, en tout cas dans le Oui, très haut niveau du college football. mais c'est un grand Donc, coach quand même. Parce qu'à Grand oui, Rapids, il avait gagné, je pense, 3 fois le championnat de Division 3. Tu sais, c'est un coach qui a déjà gagné, qui a développé beaucoup. Mais là, tu sais, je veux dire, les efforts que ça prend aujourd'hui. Tu sais, honnêtement, c'est inhumain être coach de football aujourd'hui. Tu sais, je vous dirais, mhm. c'est 12 mois par année, c'est du recrutement, c'est la pression, Ouais, puis tu sais, c'est les humeurs des joueurs. Tu sais, puis tu sais, le NIL, les transferts, dès qu'un joueur, puis surtout dans la conférence SEC, où est-ce qu'on recrute du talent, que si les joueurs ne voient pas le terrain rapidement et transfèrent, s'en vont ailleurs. Et ce qu'on retient de ça, puis tu sais, Florida State est dans le même bateau. Oui, les transferts, vous pouvez améliorer votre équipe, puis on pourra conclure avec ça. Euh, vous pouvez améliorer votre équipe, mais vous ne pouvez pas bâtir une culture d'organisation avec des joueurs de transfert. Eux se doivent de coller sur un noyau qui est déjà existant. Et là, LSU, ça a été beaucoup de transferts cette année. L'image de Florida State, ça a marché une année, Florida State, mais là, on voit le naturel revient, que si tu vas avoir du succès, oui, tu vas aller chercher des joueurs très précis pour améliorer des positions où est-ce que tu es plus vulnérable, mais tu ne peux pas bâtir ton équipe autour de joueurs transférés. C'est impossible. Tu ne peux pas inventer une culture et c'est ce qui a rattrapé LSU, j'ai l'impression. Fait que, tu sais, je ne suis pas inquiet pour LSU. Eux, en une saison, peuvent virer de bord, puis un nouveau coach peut arriver là avec des très bonnes idées. Je suis curieux de voir qui vont aller chercher. Tu sais, on parle de rumeurs peut-être de lui, de Ole Miss, Lane Kiffin, qui pourrait peut-être, surtout que sa ouais, fille fréquente un c'est vrai. linebacker de LSU. Tu sais, est-ce que il y a des profils intéressants. C'est un des postes les plus intéressants disponibles. Tu as une rumeur que Ah bah, Texas, que le head coach pour aller en NFL aussi. Il y a beaucoup de rumeurs Nick présentement. Sirianni pourrait partir en. Ben, il y a une rumeur, Non, c'est ses agents. pas Nick Sirianni, pardon, Steve Sarkisian. Ouais, c'est qui serait intéressé à Ok, un poste de NFL. Fait qu'il y a peut-être ok. des postes. Il y a Florida qui reste à combler aussi. Il manque de candidats de qualité. Et même Penn State, on a Ouais, parlé de Matt Rule de Nebraska, puis j'ai l'impression que ce ne sera pas le choix. ouais. Fait qu'il y a des beaux Ah, postes. J'ai juste peur c'est que Freeman soit tenté, même s'il a refusé Florida cette semaine. Et il aurait refusé pardon, Penn State aussi comme offre. ok. Il s'est affiché, fait que ça, c'est classé, il n'y va pas. Fait que j'ai l'impression qu'on va garder Freeman. Top. Bah, c'est sûr que c'est une situation assez exceptionnelle, surtout en cours de saison. C'est même pas encore vraiment la période normalement du coaching carousel. Et donc, c'est déjà 3 postes majeurs, enfin, plutôt dans des programmes majeurs de college football qui sont ouverts et, euh, et qui sont en difficulté et qu'on ne retrouvera pas dans la course au playoff pour la fin de la saison. En parlant de la course au playoff pour la fin de la saison, j'aurais voulu mentionner les quelques matchs qu'il va falloir suivre ce Oui, week-end pour en tout cas les fans de Notre-Dame pour espérer voir un petit peu le classement évoluer dans le sens de Notre-Dame. Quand on regarde le classement, du coup, donc Notre-Dame est 12e et la première équipe classée enfin, est la meilleure équipe classée avec 2 défaites. Euh, Devant nous, parmi les équipes qu'on retrouve devant nous, on retrouve Vanderbilt en oui. 9e position qui réalise toujours une saison exceptionnelle pour leur histoire
et qui du coup ont battu LSU il y a 2 semaines, qui viennent de battre Missouri ce week-end dans un duel de Oui, classés à nouveau. Mais j'ai vu la Missouri, partie de Missouri, c'était ennuyeux. le quarterback s'est blessé, le Ouais, quarterback de Missouri, tout était en place pour que Vanderbilt gagne, là. Mais là, évidemment, on affronte Texas samedi. C'est d'ailleurs le coup d'envoi à ABC à midi, ben, c'est même pas midi, c'est 11 heures, heure locale au Texas. Ça, j'ai ok. l'impression que le numéro 9 devrait perdre contre le numéro 20. Je pense qu'on peut déjà mettre un crochet. Et bah, c'est possiblement ouais, une des équipes que, en tout cas, forcément, on voit peut-être craquer dans cette fin de saison, surtout avec le calendrier d'une conférence comme la SEC. Quand je regarde le classement juste devant eux, on a Georgia Tech en 8-0 et qui est du coup à l'heure actuelle la meilleure équipe de l'ACC devant Miami qui est classé 10e et qui a perdu et il y a 2 semaines c'était face à, je sais même plus, mais c'était assez honteux, je crois, non? Ouais, Miami, écoute, Attends, je je regarde. l'ai pas noté. Mais C'était face à Louisville. Louisville, effectivement. Louisville a une bonne équipe quand même. Mais Georgia Tech contre NC State, c'est en soirée. Mhm. C'est à NC State, mais NC State est capable du meilleur comme du pire. On pourrait avoir une surprise. C'est une partie peut-être à encercler, à surveiller. L'autre où ce que je veux parler de Miami, numéro 10 Miami qui visite SMU à Dallas. Ça va être un gros match. Ça peut être surprenant, c'est également à midi à ESPN. Ça pourrait être un duel, mais c'est pas bon pour Notre-Dame. Si Miami perd, on comprend. Ouais. Mais effectivement, ça pourrait être une partie, c'est qu'on pourrait avoir un petit bouleversement. Mis à part ça, ben, c'est ce qui me déçoit un petit peu. On se rend compte que les équipes faibles du SEC cette année sont vraiment faibles et on a peut-être surestimé des South Carolina de ce monde, des Arkansas de ce monde, que finalement perdent contre tout le monde. South Carolina 1-5 en SEC, fait que Ole Miss Ouais. devrait s'amuser. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Là, On vous a allez un au autre duel Cloud. de la SEC, ouais, Oui. c'est ça, Oklahoma-Tennessee. Un Mais autre duel de la SEC qui du coup va un peu automatiquement, même si c'est deux équipes 14 et 18e qui sont derrière Notre-Dame, qui va un peu automatiquement éliminer une des deux équipes de la course pour le SEC Championship et même pour la course au playoff parce que même si on voit la tendance des médias américains, on aurait quand même du mal à imaginer une équipe en tout cas une de ces deux équipes a 3 défaites dans les playoffs en fin de saison. Donc, c'est aussi un duel qui pourrait éliminer un de ces deux programmes. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour ce week-end-là, c'est un petit peu les seuls gros duels oui. qui concernent directement Notre-Dame. Après, pour le coup, dans les semaines qui vont suivre, il va y avoir d'autres matchs et évidemment, avec la semaine des rivalités en dernière semaine dans lequel il se passe toujours, Christian vous l'a dit, des choses de fou pendant ce mois de novembre en college football. Puis, on regarde le SEC, comme je vous disais, il y a des équipes très fortes, puis il y a des équipes très faibles, mais je pense qu'on retient de cette année, c'est que si on compare à il y a 4 ou 5 ans, il n'y a pas d'équipe dominante. Même Ohio Mhm. State est une bonne équipe, mais vous regardez le calendrier, il n'y a pas eu d'opposition à ce point. Puis là, je regardais Tennessee pour le plaisir. Tennessee, bon, ça semble une fiche intéressante, 6 victoires, 2 défaites, mais ils sont 3-2 en SEC. Et quand vous regardez les équipes, ils ont vaincu Syracuse, je comprends, mais Syracuse, c'est pas une puissance. UTSU, c'est une équipe de deuxième division. Bon, défaite contre Georgia. Université d'Alabama à Birmingham. C'est des petits programmes. Mississippi State, c'est pas une grande équipe, même s'ils sont capables des fois de rendre Alabama ou certaines équipes à la limite, là, comme c'est Texas le week-end dernier qu'ils les ont amenés en Mhm. prolongation. Arkansas, on l'a vu, là, ils sont fait détruire par Notre-Dame. Fait que Tennessee a gagné 34-31 contre Arkansas. Ouais, Ils ont perdu ouais. contre Alabama. Kentucky, c'est pas une grosse équipe. Fait que, vous regardez, malheureusement, on n'a pas de puissance, mais comme on classe à peu près 8 ou 9 équipes du SEC, ben, ça paraît bien des victoires contre des équipes classées, mais ce n'est pas C'est des sûr. vraies puissances. De là, c'est pour ça que je pense, et je vous prédis tout de suite que si Notre-Dame termine 10-2, Notre-Dame va recevoir un match de playoff à la maison. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus parce qu'avec avec comment les affrontements qui va encore, les duels qui va encore y avoir sur les semaines qui arrivent et notamment en fin de saison avec les duels de conférences et plutôt les matchs de championnat pour les conférences, ça risque d'avoir
de l'impact. Et c'est vrai que Notre-Dame en 10-2 avec 10 victoires de suite et l'image qui est renvoyée depuis les premiers matchs, après allez, à partir de la quatrième, cinquième semaine où la défense a commencé à resserrer la vis et que l'attaque a continué à être aussi productive. Je pense que beaucoup de gens, en tout cas à l'échelle nationale aux États-Unis, ont envie de voir Notre-Dame en play-off, en tout cas se mesurer dans un nouveau gros match, parce que après aussi la performance de l'année dernière, je pense que c'est voilà, enfin en tout cas moi je considère qu'on a toujours une histoire à écrire et que pour moi ce groupe, quand je regarde les équipes en face à nous, alors Ohio State est à l'heure actuelle l'équipe vraiment qui ressort comme la meilleure équipe de college football, même si c'est pas non plus ils n'ont pas joué, comme tu l'as dit, énormément Mhm. de monde, donc c'est assez dur de mesurer, en tout cas face à une grosse adversité. Mais derrière, voilà, Texas A&M est numéro 3, on les a joués, on s'est vu à quel point ça s'est joué à peu de choses sur la fin, et on a vu notre équipe évoluer depuis. Et voilà, les équipes de la SEC et puis même Oregon sont pour moi moins fortes, en tout cas que l'année dernière. Et pour le Ouais. coup, Notre-Dame a pour moi, pas tant régressé que ça, et c'est beaucoup plus diversifié Ouais. d'un point de vue offensif, même si, d'un point de vue défensif, ça a un Ah petit peu ouais. baissé. À l'heure actuelle, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Notre-Dame est parmi les 6 meilleures équipes du football de collège. Si Ouais. on regarde peut-être le dernier mois, là, tu ne veux pas affronter Notre-Dame. C'est si tu es une Mm, puissance. Alors, ça va être excitant, c'est la bonne nouvelle. Mais là, c'est les blessures qui sont à surveiller et de comment complètement. on va rebondir et comment on va assurer. Parce que Notre-Dame est capable aussi de nous jouer des parties drabes et ennuyeuses et de ne pas marquer de points, des mauvais revirements. Alors, il faut performer dès le week-end. Il faut détruire chacune des équipes qu'on va affronter. Tout à fait, la saison est longue et donc voilà, on vous retrouvera alors peut-être la semaine prochaine ou celle d'après, selon si on a du contenu à la suite du match face à Boston College pour un 10e épisode de Bleu et d'Or. Mais en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi, Christian, sur cette fin de saison de Notre-Dame qui se présage. Et puis voilà, merci à tous nos auditeurs et on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Go Salut! Irish!